Le greffier, veuillez vous lever. Le président, veuillez vous asseoir. Le président, nous reprenons la séance. Nous laissons maintenant la parole aux avocats des parties civiles groupe 3 pour leur réponse. Merci, Monsieur le Président. Je représente le groupe 3 des parties civiles. Avec ma collègue maître Jacques, nous aimerions répondre aux déclarations de la défense quant à la question de la compétence rationnelle personnelle de l'accusé Deutsch. Après avoir entendu les déclarations des coprocureurs, nous sommes d'avis que les arguments de la défense n'ont aucun fondement juridique. Les victimes ici présentes ne cherchent pas vengeance, mais bien cherchent à obtenir justice et forme de réparation. Nous aimerions souligner que la défense a à maintes reprises souligné la question du rôle de l'accusé en le comparant à d'autres chefs de prison. On a un total 195 centres de sécurité. Un point de droit, identifier les suspects principaux responsables. La défense soulève certains motifs juridiques que nous sommes d'avis qu'ils ne sont pas appropriés. Par exemple, la loi sur les accords de paix de Paris, la loi sur la mise en la loi du groupe du Kampuchea démocratique. La défense n'a indiqué personne dans la catégorie des plus responsables, simplement sur le fait que la loi sur les CETC devrait être lue en conjonction avec la jurisprudence internationale. De plus, la défense soulève l'argument suivant, que leur client n'est qu'un de plusieurs, mais il n'y a aucun fondement pour soulever cette question devant cette Chambre. D'affirmer que Deutsch a le rang équivalent à un commandant de régiment au sein du système, mais qu'il n'y avait pas de loi pendant la période des Khmers rouges. Si l'on considère qu'il n'y avait pas de système de droit, sur quoi leur décision reposait-elle? Les plus forts l'emportaient sur les plus faibles, si l'on suit ce raisonnement. La défense a aussi soulevé l'argument suivant, que les coprocureurs n'ont porté des accusations que contre un seul chef de centre de sécurité et pas les autres. Cela n'est pas approprié.
Vous savez, les tigres mangeraient toujours les vaches et pas l'inverse si l'on s'en tenait à cela. Et il est exprimé clairement comme en tant que son rôle et ses responsabilités comme chef du Centre de sécurité de S-21 qu'il a procédé à l'arrestation de plusieurs hauts cadres des Khmers rouges. Pour ce qui est des fondements juridiques de notre réponse, j'aimerais laisser la parole à ma collègue, Maître Jacquin. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs les procureurs, Messieurs les avocats de la défense, Mesdames et Messieurs les avocats des parties civiles, j'ai l'honneur, dans l'intérêt du groupe des parties civiles numéro 3, de répondre à la question, ou de tenter de répondre à la question soulevée par la Chambre. Nous demandons toute explication complémentaire sur les dispositions suivantes. Les co-avocats de l'accusé, les coprocureurs et les avocats des parties civiles du groupe 3 sont invités à s'exprimer sur la question de savoir si la définition des termes hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et principaux responsables du Kampuchea démocratique mentionnés dans la loi sur les CETC constitue un préalable juridictionnel susceptible de requalification ou bien si elle doit être laissée à la discrétion des coprocureurs et des co-juges d'instruction et non sujette à requalification. Je vais être amené à rappeler certains éléments de droit qui ont déjà été évoqués par les autres parties, mais je pense et j'espère que notre option et notre analyse différentes vous apporteront des éléments complémentaires de réflexion. Tout d'abord, je voudrais reprendre les éléments de la contestation apportés par Doetsch dans le cadre de la procédure d'appel au titre de la compétence rationnée personae de la Chambre. En effet, la compétence rationnée personae de la juridiction a limité aux hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et aux principaux responsables des crimes et violations graves du droit cambodgien et des droits internationaux. Il est effectif que ni l'accord ni la loi relative au CETC n'a déterminé expressément quelles étaient les personnes pouvant être considérées comme étant les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des crimes commis. Il ne ressort pas de cet accord ni de la loi que pour Kang, alias Doetsch, il entre dans la catégorie des principaux responsables des crimes ainsi commis. Il considère que si la Chambre de première instance avait considéré que Kang, alias Doetsch, faisait partie des principaux responsables des crimes commis, c'était uniquement pour que ce procès puisse avoir lieu coûte que coûte. Qu'ainsi, la Chambre avait refusé de prendre en considération la règle 89 du règlement intérieur et comme le demandaient les avocats de la défense, il savait pertinemment qu'en réalité, il n'existait aucun élément de nature à faire relever Kang, alias Doetsch, de l'accord premier de l'accord et des dispositions de la loi, articles 1 et 2, de la création du CETC. Il résultait ainsi pour l'accusé que dans l'introduction de son jugement, la Chambre de première instance avait réduit à néant l'accord conclu entre l'ONU et le gouvernement royal du Cambodge. Il retient que la Chambre de première instance aurait violé la norme impérative de droit constituant le principe de l'égalité en s'inspirant d'exemples tirés du la common law pour fonder son interprétation des principes de manière à ne pas contester l'article 1er de l'accord ainsi que les articles 1 et 2 de la loi relative au CETC qui précisément limitait rationner personnel les chambres extraordinaires aux seuls hauts dirigeants et principaux responsables des crimes. Ainsi, pour Doetsch, si la Chambre avait daigné examiner les éléments de preuve présentés par les avocats de la défense dans leur conclusion finale, la Chambre aurait dû retenir qu'elle n'avait pas de compétence à l'écart de Kang, alias Doetsch. Il considère ainsi que c'est pourquoi la Chambre de première instance s'est contentée d'éluder la question en se retranchant derrière le motif selon lequel l'exception préliminaire de la défense aurait été soulevée tardivement. La défense soutient qu'il n'existerait pas d'éléments de charge importants, que Kang aurait lui-même exposé des éléments de décharge qui attesteraient du rôle et de sa position réelle, et que les éléments produits par les coprocureurs permettraient également de dire que Kang ne relèverait pas de l'article 1er de l'accord ni des articles 1 et 2 de la loi
mais que ces éléments n'auraient pas été examinés par la Chambre de première instance comme ayant été soulevés trop tardivement et que cela constituerait une erreur grave entachant la décision rendue. Cette situation résulterait du fait que dès l'ouverture de leurs enquêtes préliminaires, les coprocureurs n'auraient pas fait porter leur investigation sur la recherche des hauts responsables soupçonnés de porter la plus haute responsabilité dans les crimes commis à S21, mais se seraient uniquement focalisés sur le rôle joué et les fonctions de Dutch, dans le sens S21, sur la période 75-79. Il soutient que c'est précisément cette erreur qui les aurait conduits à se forger la perception erronée selon laquelle Dutch était le principal responsable des crimes commis dans le centre S21, sans que l'intéressé et ses avocats ne fussent en mesure de présenter immédiatement des éléments démontrant le contraire. Les coprocureurs auraient ainsi été amenés à considérer à tort que les CETC étaient compétents pour poursuivre Dutch, puisqu'ils devaient répondre de ses actes en tant que principal responsable des crimes commis sous le régime du Kampuchea démocratique. Les coprocureurs l'auraient même fait entrer dans la catégorie des hauts dirigeants du Kampuchea démocratique. Par la suite, les co-juges d'instruction seraient revenus sur cette dernière conclusion en déterminant dans leur ordonnance de renvoi que Dutch pouvait être considéré comme entrant dans la catégorie des principaux responsables des crimes commis. Il ressortirait de ces éléments que ni les coprocureurs ni les co-juges d'instruction ne seraient jamais parvenus à démontrer de manière irréfutable, soit sur la base d'un jugement juridique précis, soit à l'appui de preuves suffisantes, que Dutch relèverait bien de la compétence du CETC. Il considère ainsi que c'est influencé par ces éléments que la Chambre de première instance aurait jugé à tort Dutch, relevant comme de sa compétence, et que les arguments contraires de la défense auraient été refusés et écartés au titre d'une présentation tardive. Les avocats de la défense n'auraient donc pas pu s'opposer dès le début à la thèse des coprocureurs, thèse que ces derniers auraient maintenue quand ils avaient transmis leur dossier d'accusation à la garde de Dutch. En conséquence, il se demande sur quel fondement la Chambre se serait saisie du dossier numéro 1. Il considère que ce faisant, la Chambre de première instance a manqué à son devoir de vérifier avant d'accepter le dossier 1 si les conditions nécessaires étaient remplies puisqu'elle puisse exercer sa compétence, rationnée personae, et juger ainsi Dutch en conformité des dispositions de l'article 1 de l'accord et de la loi des CETC. La défense insiste sur le fait que l'opinion exprimée par un juge international trahit la conviction dans laquelle cette Chambre de première instance était persuadée qu'elle n'avait pas compétence pour juger Dutch et apporterait la preuve que la Chambre connaissait son incompétence rationnée personae dans le dossier numéro 1. En conséquence, la défense de l'accusé conclut que la Chambre de première instance n'avait pas compétence à l'égard de Dutch, qui, dans la hiérarchie du Kampuchea démocratique comme dans la structure du PCK, occupait une position inférieure et non une position supérieure. L'accusé retient ainsi que les juridictions entre le 30 mars 2009 et le 27 novembre 2009 doivent être considérées comme résultant d'une erreur d'appréciation concernant précisément la compétence rationnée personae de la juridiction. Je crois, et j'ai essayé d'analyser et de résumer la position prise par la défense quant à cette observation qui, effectivement, aurait pu avoir un caractère fondamental. Je pense, et je vais prendre la peine de rappeler quelques dispositions de l'accord de l'Assemblée générale de l'ONU du 18 décembre 2002, et en particulier, je voudrais reprendre le libellé intégral de l'article 1er, car dans sa rédaction en français, le libellé de ce texte ne laisse pas d'hésitation, à savoir si les deux hypothèses retenues, les hauts dirigeants ou les principaux responsables, a un caractère cumulatif ou alternatif. En effet, l'article 1er est ainsi rédigé.
L'objet du présent accord est de fixer les règles régissant la coopération entre l'ONU et le gouvernement royal du Cambodge aux fins de traduire en justice les dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire et des conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge, commis pendant la période comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Point. Cette rédaction et l'ensemble des précisions apportées en langue française à la deuxième partie de l'alternative retirent à la possibilité du « et » utilisé entre hauts dirigeants et principaux responsables la possibilité d'un usage cumulatif. Dans la langue française, la rédaction de ce texte ne laisse pas planer de doute, on est en face d'une alternative. D'ailleurs, je regrette que mon excellent confrère de la Défense, qui avait de lui-même interprété ainsi ce texte, car dans la langue française il n'y a pas de doute, écrit devoir, lorsqu'il a été réinterrogé par votre Chambre, renier, le terme est peut-être un peu fort, mais revenir sur ses propos et apporter une autre interprétation que celle qui avait été la première et qui, pour la langue française, était celle qui était satisfaisante. L'article 2 de l'accord apportait cette restriction de la compétence du CETC, puisque c'est effectivement l'article 2 qui a précisé que le présent accord établit en outre que les chambres extraordinaires sont compétentes, rationnées personnelles, à l'égard des dirigeants du Kampuchea démocratique et des principaux responsables des crimes visés à son article 1er. Cet article-là pourrait, dans la langue française, avoir une autre interprétation que l'article 1er et avoir un caractère cumulatif et non pas alternatif. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi du 27 octobre 2004. L'article 1er de la loi a repris intégralement l'article de l'accord. L'article 2, par contre, a un dernier alinéa sur lequel je voudrais revenir, qui est le suivant. Les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des actes criminels susmentionnés sont ci-après désignés les suspects. Là encore, dans la langue française, il n'y a pas de contresens possible. Ce paragraphe et son libellé permettent de dire que les deux sujets sont considérés comme étant des suspects et que donc on est bien en face d'une situation alternative et non pas cumulative. Les articles suivants de la loi vont apporter des précisions sur les crimes visés, très rapidement. L'article 3, c'est les infractions au code pénal cambodgien de 56. L'article 4 vise le génocide. L'article 5, les crimes contre l'humanité. L'article 6, les violations graves de la Convention de Genève. L'article 7, les violations de la Convention de la Haye. L'article 8, les violations de la Convention de Vienne. Je voudrais revenir plus précisément sur l'article 29, qui a été rapidement abordé précisément, et que la défense passe sous silence. Mais cet article 29, il est essentiel, car même dans l'analyse que la défense voudrait donner de la situation de Doutch, il fait entrer Doutch dans les liens de la prévention. En effet, l'article 29 dit « Tout suspect qui a planifié, incité ou ordonné de commettre, qui s'est rendu complice ou a commis des crimes mentionnés aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi est individuellement responsable de ces crimes. La position ou le rang d'un suspect ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale ou mitiger la peine. Le fait qu'un des actes énumérés dans les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi ait été accompli par des subordonnés ne peut exonérer le supérieur de sa responsabilité pénale individuelle si ce supérieur avait sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité et son contrôle le subordonné. Et si le supérieur savait ou avait des raisons de croire que le subordonné avait commis ou allait commettre des actes, qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher et réprimer les autres. Enfin, le fait qu'un suspect ait agi sur ordre du gouvernement du Kampuchea démocratique ou d'un supérieur hiérarchique ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale individuelle. C'est dans ce contexte juridique que les coprocureurs ont été amenés à rechercher pour les identifier les personnes concernées par les dispositions
rationné, personae de la juridiction des CETC. L'examen des faits et des preuves rassemblées ont conduit les coprocureurs à retenir le principe des poursuites au titre des textes sus énoncés à l'égard de Douch en raison de l'ensemble de ses agissements dans le cadre de ses fonctions à la direction de la prison du centre S21. Il aurait apparu en effet que l'ensemble des éléments réunis, que l'accusé, contrairement à ses allégations, n'était pas un simple exécutant, mais qu'il avait parfaitement la possibilité d'exprimer son avis. Douch a été directeur adjoint, puis directeur du centre de sécurité S21, nommé par l'un des membres permanents du comité central de l'époque, du fait de son expérience précédemment acquise dans la gestion du centre de détention de M13, où il avait prouvé sa foi dans le régime et ses meilleures qualités d'interrogateur. Sa nomination par le comité central comme directeur de S21 ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale individuelle pour les crimes commis à S21. L'accusé a ainsi dirigé activement S21. Il avait un rôle de superviseur, participait aux interrogatoires, annotait les aveux, donnait des pistes aux parties concernant les recherches d'éventuels nouveaux traîtres, gérait le personnel du centre, qui était totalement sous ses ordres, le formait aux interrogatoires et à la torture. Douch avait un pouvoir total de contrôle sur les agissements de ses subordonnés et sur tout ce qui se passait à S21. Il a orchestré et participé en connaissance de cause directement et ou indirectement à l'élimination de plus de 12 000 personnes. Il a adhéré à la politique et à ses méthodes de terreur. Les faits d'une extrême gravité qui ont été commis à S21 sous ses ordres sont constitutifs de crimes contre l'humanité, de violations graves aux conventions de Genève. Les co-juges d'instruction ont confirmé cette qualification après avoir instruit le dossier. C'est donc à tort que l'accusé soutient aujourd'hui que la Chambre a commis une erreur en estimant qu'il faisait partie des principaux responsables des crimes graves perpétrés entre 1975 et 1979 à S21. Il ne peut être déduit que cette qualification n'aurait pas de base légale, au motif que le réquisitoire introductif des coprocureurs considérait Douch comme faisant partie des hauts dirigeants du gouvernement du Kampuchea démocratique. Les co-juges d'instruction, qui sont liés par les faits et par les infractions visées au réquisitoire introductif, mais qui ont le pouvoir de les requalifier différemment, l'ont fait. L'argument ne peut plus être aujourd'hui soulevé par l'accusé. Effectivement, l'appréciation de la qualification de suspect, c'est-à-dire de personne entrant dans la définition rationnée personae des textes de création des juridictions des CETC, doit faire l'objet d'un examen par les coprocureurs, puis d'un réexamen par les des juges d'instruction à l'issue de leur investigation. C'est dans ce contexte que la Chambre de première instance va être saisie des faits intervenus sur la période 17 avril 1975, 6 janvier 1979, commis par une personne précisément concernée dans le cadre d'application des dispositions rationnées personae, des textes qui ont porté création de la juridiction des CETC, et cette personne, c'est Douch. Cependant, la Chambre, ainsi saisie des poursuites à l'égard d'un suspect, tel que Douch, ne peut se satisfaire des termes de sa saisine. Il est de sa compétence de procéder précisément à l'examen des faits et preuves qui lui sont rapportés pour vérifier si effectivement sa compétence est confirmée par la réalité de ces faits, ainsi que dans des imputations suspectes et dans le cas présent, le cas de Douch. En conséquence, la réponse que nous apportons à la question qui nous a été posée est la suivante. Oui, effectivement, la définition des termes hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et principaux responsables des crimes mentionnés dans la loi relative au CETC constitue un préalable juridictionnel soumis à une appréciation préalable des coprocureurs puis des co-juges d'instruction. Mais oui, la Chambre est susceptible de procéder à une requalification. D'ailleurs, la Chambre a été parfaitement consciente de cet impératif et a procédé à un examen minutieux des faits, charges et preuves à l'égard de l'accusé, au fin d'être à même de répondre précisément aux limites de sa compétence rationnée personae. La Chambre a d'ailleurs précisément répondu à cette observation. En effet, après avoir examiné un par un les nombreux crimes reprochés à l'accusé,
Elle a expressément rappelé la disposition 2.5.2.5 328. Au vu des éléments de preuve, la Chambre est convaincue que S21 faisait partie intégrante de la structure politique et militaire du PCK et qu'il était considéré comme vital pour atteindre les objectifs du parti. Ce centre mettant en œuvre les directives politiques du PCK, comme elle visait à écraser les ennemis. En sa qualité de directeur de S21, rendant compte directement aux membres du comité central, l'accusé occupait un poste clé dans la mise en œuvre de cette politique. La Chambre en conclut qu'il connaissait les objectifs de cette politique et qu'il savait que S21 jouait un rôle important dans leur mise en œuvre. La Chambre a rappelé que les co-juges d'instruction n'avaient pas considéré l'accusé comme un haut dirigeant du régime du Kampuchea démocratique, mais l'avaient fait entrer dans la catégorie des principaux responsables des crimes et violations graves commis pendant la période relevant de sa compétence rationnée temporis. La Chambre a rappelé les dispositions de l'ordonnance de renvoi au terme de laquelle, article 129, l'instruction démontre que Dutch n'était pas un haut dirigeant du Kampuchea démocratique. Il peut être considéré comme entrant dans la catégorie des principaux responsables des crimes et violations commises entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, tant du fait de son autorité hiérarchique, formelle et effective, en qualité de sous-secrétaire d'État puis de secrétaire, que par sa participation personnelle aux crimes commis à S21, centre de sécurité contrôlé directement par le comité central du PCK. Si ni l'accord relatif au CETC, ni la loi relative au CETC ne déterminent expressément quelles sont les personnes pouvant être considérées comme les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des crimes commis, le groupe d'experts pour le Cambodge, créé en 1998 par la résolution 52-135 de l'Assemblée générale des Nations unies, a recommandé en conséquence que le tribunal compétent poursuive uniquement les personnes qui ont été personnellement responsables pour les violations les plus graves des droits de l'homme sous le régime du Kampuchea démocratique. Ces personnes comprendraient les dirigeants responsables de ces violations, ainsi que des fonctionnaires subalternes directement impliqués dans les atrocités les plus graves. Il ressort aussi de la juridiction d'autres tribunaux internationaux ayant eu à examiner la notion de principaux dirigeants soupçonnés de porter la plus haute responsabilité que les critères pertinents en la matière sont la gravité des crimes reprochés et le niveau de responsabilité de l'accusé. Il sera établi au cours des audiences que l'accusé en tant que directeur adjoint de S21 a dirigé l'unité des interrogatoires, participé à la planification des activités de ce centre, à la formation du personnel et à créer les méthodes d'interrogatoire. En tant que directeur de S21, il a supervisé son fonctionnement global, notamment en annotant les aveux des détenus et en ordonnant les exécutions. S21 était un centre de sécurité très important du Kampuchea démocratique. Il était considéré comme un organe du Parti communiste du Kampuchea. Sa direction faisait rapport aux plus hautes instances du parti. Il menait des investigations d'envergure nationale et des cadres de haut rang et prisonniers importants y étaient incarcérés. Plus de 12 000 personnes y ont été détenues à S21, chiffre qui s'avère incomplet puisqu'il y avait une pratique qui consistait à ne pas enregistrer tous les prisonniers. Les victimes provenant de tout le Cambodge ont été envoyées à S21, ce qui a eu pour effet d'étendre son champ d'action à tout le pays. Il a fonctionné de début octobre 1975 à début 1979, donc presque toute la durée du Kampuchea démocratique. En conséquence, la Chambre souscrit aux conclusions des co-juges d'instruction et considère qu'en sa qualité d'un des principaux responsables des crimes et violations du droit cambodgien et du droit international commis pendant la période des poursuites de 1975 à 1979, l'accusé relève bien de sa compétence rationnée personnelle des CETC. Il n'était donc pas nécessaire ou plus nécessaire de rechercher si l'accusé avait été un haut dirigeant. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces documents. Premièrement, que les coprocureurs initialement saisis de poursuite se sont penchés sur la question de savoir si Dutch entrait dans la définition comme étant l'un des principaux responsables des crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique. 2. Que les juges d'instruction se sont reposés la même question et ont modifié partiellement les conclusions des coprocureurs. 3. Que la Chambre de première instance ait également reposé spécifiquement cette question et a répondu de manière positive. Maintenant, je voudrais faire quelques observations au titre de la procédure. Il sera rappelé
qu'en vertu de l'accord relatif au CETC à la loi, les chambres extraordinaires exercent leurs compétences conformément aux règles de procédure du droit cambodgien. Et une fois créés, les CETC ont adopté le règlement intérieur. Le règlement intérieur ayant pour objet de consolider la procédure cambodgienne applicable aux poursuites devant les CETC. L'accord relatif au CETC, la loi, prévoit qu'il peut être fait référence à des règles supplémentaires lorsque les règles ne traitent pas d'une question particulière, en cas d'incertitude quant à leur interprétation, ou lorsque se pose la question de leur compatibilité avec les normes internationales. Mais le règlement intérieur est sur ce point extrêmement précis. Le droit cambodgien devant la Chambre de première instance et les règles de procédure de niveau international peuvent également servir de référence lorsque c'est nécessaire. Dans le cadre de la difficulté présentée par la question de la question préliminaire, il n'y a pas de contestation, car le règlement, article 89, est d'une extrême précision.